Le dîner des bustes de Gaston Leroux. Le capitaine Michel n'avait plus qu'un bras qui lui servait à fumer sa pipe. C'était un vieux loup de mer, dont j'avais fait la connaissance en même temps que celle de 4 autres loups de mer. Un soir, à l'apéritif, sur la terrasse d'un café de la Vieille Darse à Toulon. Et nous avions ainsi pris l'habitude de nous réunir autour des soucoupes, à 2 pas de l'eau clapotante et des petites barques dansantes, à l'heure où le soleil descend du côté de Tamaris. Les 4 vieux loups de mer s'appelaient Zinzin, Dora, le capitaine Dora, Bagatelle et Chanlieu. Ce bougre de Chanlieu. Ils avaient naturellement navigué sur toutes les mers, avaient connu 1000 aventures, et maintenant qu'ils étaient à la retraite, passaient leur temps à se raconter des histoires épouvantables. Seul le capitaine Michel ne racontait jamais rien, et comme il ne paraissait nullement étonné de ce qu'il entendait, cette attitude finit par exaspérer les autres, qui lui dirent « Ah ça, capitaine Michel, il ne vous est donc jamais arrivé d'histoires épouvantables ?» « Si, répondit le capitaine, en ôtant sa pipe de la bouche. « Si, il m'en est arrivé une seule. »« Eh bien, racontez-la. »« Non. »« Pourquoi ?»« Parce qu'elle est trop épouvantable. Vous ne pourriez pas l'entendre. J'ai essayé plusieurs fois de la raconter, mais tout le monde s'en allait avant la fin. » Les 4 autres vieux loups de mer s'esclaffèrent à qui mieux, et déclarèrent que le capitaine Michel cherchait un prétexte pour ne rien leur raconter, parce qu'au fond il ne lui était rien arrivé du tout. L'autre les regarda un instant, puis, se décidant tout à coup, posa sa pipe sur la table. Ce geste rare était déjà par lui-même effrayant. « Messieurs, commença-t-il, je vais vous raconter comment j'ai perdu mon bras. À cette époque, il y a de cela une 20aine d'années, je possédais au Morillon une petite villa qui m'était venue par héritage, car ma famille a habité longtemps ce pays, et moi-même y suis né. Je me plaisais à prendre quelques repos entre 2 voyages au long cours, dans cette bicoque. J'aimais du reste ce quartier, où je vivais en paix dans le voisinage peu encombrant de gens de mer et de coloniaux, qu'on apercevait rarement, occupés qu'ils étaient le plus souvent à fumer bien tranquillement l'opium avec leurs petites amies, ou bien encore à d'autres besognes qui ne me regardaient pas. Mais n'est-ce pas, chacun a ses habitudes, et pourvu qu'on ne dérange point les miennes, c'est tout ce que je demande, moi. Justement, une nuit on dérangea l'habitude que j'avais de dormir. Un tumulte singulier de la nature, duquel il m'était impossible de me rendre compte, me réveilla en sursaut. Ma fenêtre, comme toujours, était restée ouverte. J'écoutais tout hébété une espèce de prodigieux bruit qui tenait le milieu entre le roulement de tonnerre et le roulement du tambour. Mais de quel tambour ? On eût dit que 200 enragées baguettes frappaient non point la peau d'un âne, mais un tambour de bois. Et cela venait de la villa d'en face, qui était inhabitée depuis 5 ans, et sur laquelle, la veille encore, j'avais remarqué l'écriteau « à vendre ». De la fenêtre de ma chambre, placée au 1er étage, mon regard passant par-dessus le mur du jardinet qui entourait cette villa, en découvrait toutes les portes et fenêtres, même celles du rez-de-chaussée. Elles étaient encore closes, comme je les avais vues dans la journée. Seulement, par les interstices des volets du rez-de-chaussée, j'apercevais de la lumière. Qui donc, quels gens s'étaient introduits dans cette demeure isolée, à l'extrémité du Morillon? Quelle société avait pénétré dans cette propriété abandonnée, et pour y mener quel sabbat? Le singulier bruit de tonnerre de tambour de bois ne cessait pas. Il dura bien 1 heure encore,
Et puis, comme l'aurore allait venir, la porte de la villa s'ouvrit, et debout sur le seuil apparut la plus gracieuse créature que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Elle était en toilette de soirée, et avec une grâce parfaite, tenait une lampe dont l'éclat faisait rayonner des épaules de déesse. Elle avait un bon et tranquille sourire pendant qu'elle disait ces mots, que j'entendis parfaitement dans la nuit sonore. Au revoir, cher ami, à l'année prochaine. Mais à qui disait-elle cela? Il me fut impossible de le savoir, car je ne vis personne auprès d'elle. Elle resta sur le seuil avec sa lampe, quelques instants encore, jusqu'au moment où la porte du jardin s'ouvrit toute seule, et se referma toute seule. Puis la porte de la villa fut fermée à son tour, et je ne vis plus rien. Je crus que je devenais fou ou que je rêvais, car je me rendais parfaitement compte qu'il était impossible que quelqu'un traversât le jardin sans que je pusse l'apercevoir. J'étais encore là, planté devant ma fenêtre, incapable d'un mouvement ou d'une pensée, quand la porte de la villa s'ouvrit une seconde fois, et la même radieuse créature apparut, toujours avec sa lampe, et toujours seule. « Chut !» dit-elle. « Taisez-vous tous. Il ne faut pas réveiller le voisin d'en face. Je vais vous accompagner. » Et silencieuse et solitaire, elle traversa le jardin, s'arrêta à la porte, sur laquelle donnait la pleine lumière de la lampe, et si bien que je vis distinctement le bouton de cette porte, tourner de lui-même, sans qu'aucune main se fût posée dessus. Enfin la porte s'ouvrit une fois encore, toute seule, devant cette femme qui n'en marqua, du reste, aucun étonnement. Ai-je besoin d'expliquer que j'étais placé de telle sorte que je voyais à la fois devant et derrière cette porte, c'est-à-dire que je l'apercevais de biais. La magnifique apparition eut un charmant signe de tête, à l'adresse du vide de la nuit, qui illuminait la clarté éblouissante de la lampe. Puis elle sourit et dit encore « Allons, au revoir, à l'année prochaine. Mon mari est bien content. Pas un de vous ne manquait à l'appel. Adieu, messieurs. » Aussitôt j'entendis plusieurs voix qui répondaient « Adieu, madame. Adieu, chère madame. À l'année prochaine. » Et comme la mystérieuse hôtesse se disposait à fermer la porte elle-même, j'entendis encore « Je vous prie, ne vous dérangez pas. » Et la porte se referma encore toute seule. L'air s'emplit un instant d'un bruit singulier. On eût dit le pépiment d'une volée d'oiseaux. Cui, cui, cui. Et ce fut comme si cette jolie femme venait d'ouvrir leur cage à toute une nichée de moineaux francs. Tranquillement, elle revenait chez elle. Les lumières du rez-de-chaussée s'étaient alors éteintes. Mais j'apercevais maintenant une lueur aux fenêtres du premier étage. En arrivant à la villa, la dame dit « Tu es déjà monté, Gérard ?» Je n'entendis point la réponse, mais la porte de la villa fut à nouveau refermée, et quelques instants plus tard, la lueur elle-même du premier étage s'éteignait. J'étais encore là, à 8 heures du matin, à ma fenêtre, regardant stupidement ce jardin, cette villa qui m'avait fait voir des choses si étranges dans les ténèbres, et qui maintenant, dans le jour éblouissant, se présentait à moi sous leur aspect accoutumé. Le jardin était désert, et la villa paraissait tout aussi abandonnée que la veille, si bien que lorsque je fis part à ma vieille femme de ménage, qui arrivait sur ces entrefaites, des bizarres événements auxquels j'avais assisté, elle se frappa le front de son index malpropre, et déclara que j'avais fumé une pipe de trop. Or jamais je ne fume d'opium. Et cette réponse fut la raison définitive pour laquelle je jetai à la porte cette vieille souillon dont je voulais me débarrasser depuis longtemps, et qui venait salir mon ménage 2 heures par jour. Du reste, je n'avais plus besoin de personne, puisque j'allais reprendre la mer dès le lendemain.
Je n'avais que le temps de faire mon paquet, mes courses, dire adieu à mes amis et prendre le train pour Le Havre, où un nouvel engagement avec la transatlantique allait me tenir absent de Toulon 11 ou 12 mois durant. Quand je revins au Mourillon, je n'avais parlé de mon aventure à personne, mais je n'avais pas cessé un instant d'y penser. La vision de la dame à la lampe m'avait poursuivi partout, et les dernières paroles qu'elle avait adressées à ses amis invisibles n'avaient cessé de résonner à mes oreilles. « Allons, au revoir, à l'année prochaine !» Et je ne songeais qu'à ce rendez-vous-là. J'avais résolu moi aussi de m'y trouver et de découvrir coûte que coûte la clé d'un mystère qui devait intriguer, jusqu'à la folie, une honnête cervelle comme la mienne, laquelle ne croyait ni aux revenants, ni aux histoires des vaisseaux fantômes. Hélas, je devais bientôt découvrir que le ciel, ni l'enfer, n'étaient pour rien dans cette histoire épouvantable. Il était 6 heures du soir, quand je pénétrai dans ma villa du Mourillon. C'était l'avant-veille de l'anniversaire de la fameuse nuit. La première chose que je fis en entrant chez moi fut de courir à ma fenêtre du premier étage et de l'ouvrir. J'aperçus aussitôt, car nous étions en été et il faisait grand jour, une femme d'une grande beauté qui se promenait tranquillement dans le jardin de la villa d'en face, en cueillant des fleurs. Au bruit que je fis, elle leva les yeux. C'était la dame à la lampe. Je la reconnaissais. Elle était aussi belle le jour que la nuit. Elle avait la peau aussi blanche que les dents d'un nègre du Congo, des yeux plus bleus que la rade de Tamaris, et une chevelure blonde, douce comme la plus fine étoupe. Pourquoi ne l'avouerais-je pas, en apercevant cette femme à laquelle je n'avais fait que rêver depuis un an, j'eus le cœur comme chaviré. Ah, ce n'était pas une illusion de mon imagination malade. Elle était bien là, devant moi, en chair et en os. Derrière elle, toutes les fenêtres de la petite villa étaient ouvertes, fleuries par ses soins. Il n'y avait dans tout cela rien de fantastique. Elle m'avait donc aperçu, et elle en marqua aussitôt du désagrément. Elle avait continué de faire quelques pas dans l'allée du milieu de son jardinet, et puis, haussant les épaules, comme si elle était désappointée, elle dit « Rentrons, Gérard. La fraîcheur du soir commence à faire sentir. » Je regardais partout dans le jardin. Personne. À qui parlait-elle? À personne. Alors elle était folle. Elle ne le paraissait guère. Je la vis s'acheminer vers sa maison. Elle en franchit le seuil. La porte se referma et toutes les fenêtres furent fermées par elle, aussitôt. Je ne vis ou n'entendis rien de particulier cette nuit-là. Le lendemain matin, à 10 heures, j'aperçus ma voisine qui, en toilette de ville, traversait son jardin. Elle ferma la porte à clé et elle prit aussitôt le chemin de Toulon. Je descendis à mon tour. Au premier fournisseur que je rencontrai, je lui montrai cette silhouette élégante et lui demandai s'il connaissait le nom de cette femme. Il me répondit « Mais parfaitement, c'est votre voisine. Elle habite avec son mari la villa Makoko. Ils sont venus s'y installer il y a 1 an, au moment de votre départ. Ce sont des ours. Ils n'adressent jamais la parole à personne, en dehors du nécessaire. Mais vous savez, au Mourillon, chacun vit à sa guise, et l'on ne s'étonne de rien. Ainsi le capitaine... » Quel capitaine? Le capitaine Gérard, oui, paraît que le mari est un ancien capitaine d'infanterie de marine. Eh bien, on ne le voit jamais. Quelquefois, quand on a des provisions à déposer chez eux, et que la dame n'est pas là, on l'entend qui vous crie derrière la porte de les laisser sur le seuil, et il attend que vous soyez loin pour les prendre.
Vous pensez bien que j'étais de plus en plus intrigué. Je descendis à Toulon pour interroger l'architecte gérant, qui avait loué la villa à ces gens-là. Lui non plus n'avait jamais vu le mari, mais il m'apprit qu'il s'appelait Gérard Beauvisage. À ce nom, je poussai un cri. Gérard Beauvisage! Mais je le connaissais! J'avais un vieil ami de ce nom-là, que je n'avais pas revu depuis plus de 25 ans, et qui, officier de l'infanterie coloniale, avait quitté Toulon à cette époque pour le Tonkin. Comment douter que ce fût lui? En tout cas, j'avais toutes les raisons naturelles possibles pour aller frapper à sa porte, et pas plus tard que ce soir même, qui était le fameux soir anniversaire, où il attendait ses amis, j'étais décidé à aller lui serrer la main. En rentrant au Mourillon, j'aperçus devant moi, dans le chemin creux qui conduisait à la villa Makoko, la silhouette de ma voisine. Je n'hésitai pas, je hâtai le pas et la saluai. « Madame, lui dis-je, ai-je l'honneur de parler à madame la capitaine Gérard Beauvisage ?» Elle rougit et voulut passer son chemin sans répondre. « Madame, insistai-je, je suis votre voisin, le capitaine Michel Alban. »« Ah, fit-elle aussitôt, excusez-moi, monsieur, le capitaine Michel Alban. Mon mari m'a beaucoup parlé de vous. » Elle paraissait horriblement gênée, et dans ce désarroi, elle était plus belle encore si possible. Je continuai malgré le désir certain qu'elle avait de s'évader. « Madame, comment se fait-il que le capitaine Beauvisage soit revenu en France, à Toulon, sans le faire savoir à la plus vieille amie? Madame, je vous serais particulièrement obligé de faire savoir à Gérard que j'irai l'embrasser, pas plus tard que ce soir. » Et voyant qu'elle hâtait le pas, je la saluai. Mais, à mes derniers mots, elle se retourna dans une agitation de plus en plus inexplicable. « Impossible, fit-elle. Impossible ce soir. Je vous promets de parler de notre rencontre à Gérard. C'est tout ce que je peux faire. Gérard ne veut plus voir personne. Personne. Il s'isole. Nous vivons isolés. Nous avions loué cette villa parce qu'on nous avait dit que la villa d'à côté n'était habitée qu'une fois ou deux l'an, pendant quelques jours, par quelqu'un qu'on ne voyait jamais. » Et elle ajouta sur un ton tout à coup très triste. « Il faut excuser Gérard, monsieur. Nous ne voyons personne. Personne. Adieu, monsieur. »« Madame, fis-je très énervé, le capitaine Gérard et madame Gérard reçoivent quelquefois des amis. Ainsi ce soir, ils attendent ceux à qui ils ont donné rendez-vous l'année dernière. » Elle devint écarlate. « Ah, fit-elle, ça c'est exceptionnel. C'est tout à fait exceptionnel. Ce sont des amis exceptionnels. » Là-dessus, elle s'enfuit. Mais elle s'arrêta aussitôt dans sa fuite et se retourna vers moi. « Surtout, supplia-t-elle, surtout ne venez pas ce soir. » Et elle disparut derrière le mur. Je rentrai chez moi et me mis à surveiller mes voisins. Ils ne se montrèrent point, et bien avant la nuit j'apercevais les volets fermés, et dans leurs interstices des lumières, des lueurs, comme j'en avais vu lors de la très singulière nuit, un an auparavant. Seulement je n'entendais pas encore le prodigieux bruit de tonnerre de tambours de bois. À cette heure, me rappelant la toilette de soirée de la dame à la lampe, je m'habillai. Les dernières paroles de madame Gérard n'avaient fait que m'ancrer dans ma résolution. Beauvisage recevait ce soir des amis. Il n'oserait pas me mettre à la porte. Ayant passé mon habit, j'eus un instant l'idée, avant de descendre, d'emporter avec moi mon revolver, et puis finalement le laisser à sa place, me trouvant stupide. Stupide j'étais de ne l'avoir point pris. Sur le seuil de la villa Makoko, je tournai à tout hasard le bouton de la porte,
Ce bouton que j'avais vu l'an dernier tournait tout seul, et à mon grand étonnement, devant moi, la porte céda. On attendait donc quelqu'un. Arrivé à la porte de la villa, je frappai. « Entrez !» cria une voix. J'ai reconnu la voix de Gérard. Joyeusement, j'entrai dans la maison. Ce fut d'abord le vestibule. Et puis, comme la porte d'un petit salon se trouvait ouverte, et que ce salon était éclairé, j'y pénétrai en appelant « Gérard, c'est moi, Michel Alban, ton vieux camarade. » « Ah 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 ah! Tu t'es donc décidé à venir, mon vieux, mon bon Michel. Je le disais justement tantôt à ma femme. Celui-là, ça me fera plaisir de le revoir. Mais c'est le seul, avec nos amis exceptionnels. Sais-tu que tu n'as pas beaucoup changé, mon vieux Michel? Il me serait impossible de vous dire ma stupéfaction. J'entendais Gérard, mais je ne le voyais pas. Sa voix résonnait à mes côtés, et il n'y avait personne près de moi, personne dans le salon. La voix reprit. « Assieds-toi, ma femme va venir, car elle va se rappeler qu'elle m'a oublié sur la cheminée. » Je levai la tête, et alors je découvris tout en haut d'une haute cheminée, un buste. C'était ce buste qui parlait. Il ressemblait à Gérard. C'était le buste de Gérard. Il était placé là comme on a accoutumé de placer des bustes sur des cheminées. C'était un buste comme en font les sculpteurs, c'est-à-dire sans bras. Le buste me dit « Je ne peux pas te serrer dans mes bras, mon vieux Michel, car comme tu le vois, je n'en ai plus, mais tu peux me prendre en te haussant un peu dans les tiens et me descendre sur la table. » Ma femme m'a posé là dans un mouvement d'humeur, parce que, disait-elle, je la gênais pour nettoyer le salon. Ah, elle est rigolote, ma femme. Et le buste éclata de rire. Je crus encore être victime de quelque illusion d'optique, comme il arrive dans les foires, où l'on voit ainsi, grâce à un jeu de glace, des bustes bien vivants, qui ne sont attachés à rien. Mais je dus, après avoir déposé mon ami sur la table, comme il me le demandait, constater que cette tête et ce tronc sans jambes et sans bras étaient bien tout ce qui restait de l'admirable officier que j'avais connu autrefois. Le tronc reposait directement sur un petit chariot en usage chez les Cudjats, mais mon ami n'avait même plus le commencement de jambes qu'on voit encore aux Cudjats. Quand je vous dis que mon ami n'était plus qu'un buste, ses bras avaient été remplacés par des crochets, et je ne pourrais vous dire comment il s'y prenait pour tantôt appuyer sur un crochet, tantôt sur l'autre, bondir, sauter, rouler, accomplir 100 mouvements rapides, qui le projetaient de la table sur une chaise, d'une chaise sur le parquet, et puis tout à coup le faisait réapparaître sur la table, où il me tenait les propos les plus gais. Quant à moi, j'étais consterné. Je ne prononçais pas une parole. Je regardais cet avorton faire ses pirouettes et me dire avec son ricanement inquiétant « J'ai bien changé, hein? Avoue que tu ne me reconnais plus, mon vieux Michel. Tu as bien fait de venir ce soir. Nous allons nous amuser. Nous recevons nos amis exceptionnels, parce que tu sais, en dehors d'eux, je ne veux plus voir personne. Histoire d'amour-propre. Nous n'avons même pas de domestique. Attends-moi ici, je vais passer à smoking. » Il s'en alla, et aussitôt la dame à la lampe apparut. Elle avait la même toilette de gala que l'année précédente. Dès qu'elle me vit, elle se troubla singulièrement et me dit d'une voix sourde « Ah, vous êtes venu. Vous avez eu tort, capitaine Michel. J'avais fait votre commission à mon mari, mais je vous avais défendu de venir ce soir. Si je vous disais que lorsqu'il a su que vous étiez là, il m'avait chargé de vous inviter pour ce soir, je n'en ai rien fait. C'est que, dit-elle, très gênée, j'avais mes raisons pour cela.
Nous avons des amis exceptionnels qui sont quelquefois gênants. Oui, ils aiment le bruit et le tapage. Vous avez dû entendre l'an dernier, ajouta-t-elle en glissant vers moi un regard sournois. Eh bien, promettez-moi de partir de bonne heure. Je vous le promets, madame. Fis-je cependant qu'une inquiétude étrange commençait à s'emparer de moi devant ces propos dont je ne parvenais pas à saisir tout le sens. Je vous promets cela. Mais pourriez-vous me dire comment il se fait que je retrouve aujourd'hui mon ami dans un état pareil? Quel affreux accident lui est-il donc arrivé? Aucun, monsieur, aucun. Comment aucun? Vous ignorez l'accident qui lui a enlevé bras et jambes. Cette catastrophe a dû cependant survenir depuis votre mariage. Non, monsieur, non. J'ai épousé le capitaine comme ça. Mais excusez-moi, monsieur, nos invités vont arriver, et il faut que j'aide mon mari à passer son smoking. Elle me laissa seule, affalée, devant cette unique abrutissante pensée. Elle avait épousé le capitaine comme ça. Et presque aussitôt j'entendis du bruit dans le vestibule. Ce curieux bruit de cuit, 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 que je n'étais pas parvenu à m'expliquer l'année précédente, et qui avait accompagné la dame à la lampe jusqu'à la porte du jardin. Ce bruit fut suivi de l'apparition, sur leur petit chariot, de 4 cul-de-jatte sans jambes et sans bras, qui me regardèrent avec ébahissement. Ils étaient tous en tenue de soirée, très corrects avec des pelastrons éblouissants. L'un avait un pince-nez en or, l'autre, un vieillard, une paire de besicles, le troisième un monocle, et le quatrième se contentait de ses yeux fiers et intelligents pour me considérer avec ennui. Tous 4, cependant, me saluèrent de leurs petits crochets et me demandèrent des nouvelles du capitaine Gérard. Je leur répondis que M. Gérard était en train de passer son smoking et que Mme Gérard se portait toujours bien. Quand j'eus pris ainsi la liberté de leur parler de Mme Gérard, je surpris des regards qui se croisaient et qui me parurent un peu goguenards. « Hum, fit même le cul-de-jatte à monocle. Vous êtes sans doute, monsieur, un grand ami de notre brave capitaine. » Et les autres se prirent à sourire d'un air fort déplaisant. Et puis ils parlèrent tous 4 à la fois. « Pardon, disaient-ils, pardon. Oh, notre étonnement est tout naturel, monsieur, de vous trouver chez ce brave capitaine, qui avait juré, le jour de son mariage, de s'enfermer avec sa femme à la campagne, et de ne plus recevoir personne. Non, non, plus personne que ses amis exceptionnels. Vous comprenez quand on est cul-de-jatte, au point que ce brave capitaine a bien voulu être, et qu'on se marie avec une aussi belle personne. C'est tout naturel, tout naturel. Mais enfin, s'il a rencontré dans sa vie un homme d'honneur, qui ne soit pas cul-de-jatte, tant mieux, tant mieux. Et il répétait, tant mieux, oh, tant mieux, et félicitations. Dieu qu'ils étaient bizarres, ces gnomes. Je les regardais et ne leur parlais plus. Il en arriva d'autres, par 2, puis par 3, et puis encore, et tous me considéraient avec surprise, inquiétude ou ironie. Moi, j'étais entièrement affolé de voir tant de cul-de-jatte, car enfin, je commençais à voir clair dans la plupart des phénomènes qui m'avaient tant remué la cervelle. Et si les cul-de-jatte expliquaient par leur présence bien des choses, la présence des cul-de-jatte, elle, restait à expliquer, et aussi la monstrueuse union de cette magnifique créature avec cet affreux morceau réduit d'humanité. Certes, je comprenais maintenant que les petits troncs ambulants devaient passer inaperçus de moi dans l'étroite allée du jardinet, bordée de buissons de verveine, et sur le chemin encaissé entre 2 courtes haies. Et en vérité, quand alors je me disais à moi-même qu'il était impossible que je ne visse point passer quelqu'un dans ces sentiers, je ne pouvais penser qu'à quelqu'un qui y serait passé sur ses 2 jambes. Le bouton de la porte lui-même n'avait plus pour moi de mystère.
et j'apercevais maintenant dans ma pensée l'invisible crochet qui le faisait tourner. Le bruit du cuit, cuit, cuit n'était autre que celui des petites roues mal graissées de ces chars pour avorton. Enfin, le prodigieux bruit de tonnerre de tambours de bois ne devait être que celui de tous ces petits chars et de leurs crochets battant les parquets, à l'heure sans doute, où après un excellent dîner, messieurs les cul-de-jatte s'offraient un petit bal. Oui, oui, tout cela s'expliquait, mais je sentais bien en regardant leurs étranges yeux ardents et en écoutant leur bruit singulier de pincettes, qu'il y avait quelque chose de terrible encore à expliquer, et que tout le reste qui m'avait étonné ne comptait pas. Sur ces entrefaites, Madame Gérard Beauvisage ne tarda pas à arriver, suivie de son mari. Le couple fut accueilli par des cris de joie. Les petits crochets leur adressèrent un ban infernal. J'en étais tout étourdi. Puis on me présenta. Il y avait des cul-de-jatte partout, sur la table, sur des chaises, sur des sellettes, à la place de potiches absentes, sur une desserte. L'un d'eux se tenait comme un Bouddha dans sa niche, sur la planche d'un buffet. Et tous me tendirent leurs crochets bien poliment. Ils paraissaient pour la plupart des gens très bien, avec des titres et des particules, mais je sus plus tard qu'on m'avait donné de faux noms pour des raisons que l'on comprendra. Lord Wilmore était celui qui se tenait certainement le mieux, avec sa belle barbe dorée et sa belle moustache, dans laquelle il passait tout le temps son crochet. Il ne sautait point de meuble en meuble comme les autres, et n'avait point l'air de s'envoler des murs comme une grosse chauve-souris. Nous n'attendons plus que le docteur, fit entendre la maîtresse de maison, qui de temps à autre me regardait avec une tristesse évidente, et qui vite se reprenait à sourire à ses invités. Le docteur arriva. Celui-là était encore un cul-de-jatte, mais il avait conservé ses 2 bras. Il en offrit un à Madame Gérard pour passer dans la salle à manger. Je veux dire que celle-ci lui prit le bout des doigts. Le service était dressé dans cette salle, dont les volets étaient bien clos. De grands candélabres éclairaient une table, qui était couverte de fleurs et de hors-d'œuvre. Pas un fruit. Les 12 cul-de-jatte sautèrent aussitôt sur leurs chaises, et commencèrent à pignocher gloutonnement de leurs crochets dans les raviers. Ah, ils n'étaient point beaux à voir. Et je fus même tout à fait étonné de constater combien ces hommes troncs, qui paraissaient tout à l'heure si bien élevés, dévoraient avec voracité. Et puis, subitement, ils se calmèrent. Les crochets restèrent en place, et il me parut qu'il s'établissait chez les convives ce qu'on qualifie à l'ordinaire de silence pénible. Eh bien, mes pauvres amis, que voulez-vous? On n'a pas tous les jours la chance de l'année dernière. Ne vous désolez pas. Avec un peu d'imagination, nous arriverons tout de même à être aussi gais. Et se tournant vers moi, tandis qu'il soulevait par une petite anse le verre qu'il avait devant lui. « À ta santé, mon vieux Michel. À notre santé à tous. » Et tous soulevèrent leurs verres avec leur petite anse du bout de leur crochet. Ces verres se balançaient au-dessus de la table d'une façon bizarre. Mon amphitryon continuait. « Tu n'as pas l'air très à la hauteur, mon vieux Michel. Je t'ai connu plus gai, plus en train. Est-ce parce que nous sommes comme ça que ça te rend triste? Que veux-tu? On est comme on peut. Mais il faut rire. Nous sommes réunis tous ici, des amis exceptionnels, et pour fêter le bon temps, où nous sommes tous devenus comme ça. Pas vrai, messieurs de la Daphné? Alors, continua de raconter le capitaine Michel avec un gros soupir. Alors, mon vieux camarade m'expliqua qu'autrefois, sur la Daphné, un paquebot qui faisait le service d'Extrême-Orient, tous ces gens-là avaient fait naufrage. Que l'équipage s'était enfui sur les chaloupes. Et que ces malheureux s'étaient enfuis, eux, sur un radeau de fortune. Une jeune fille admirablement belle, Miss Madge,
qui avait perdu ses parents dans la catastrophe, avaient été recueillis également sur le radeau. Ils se trouvèrent sur ces planches, 13 en tout, qui au bout de 3 jours avaient épuisé toutes leurs provisions de bouche, et au bout de 8 jours mouraient de faim. C'est alors que, comme il arrive dans la chanson, on s'était entendu pour tirer au sort afin de savoir qui serait mangé. « Messieurs, ajouta le capitaine Michel, très grave, ce sont des choses qui sont arrivées plus souvent peut-être qu'on a eu l'occasion de le raconter, car la Grande Bleue a dû passer quelquefois sur ces digestions-là. Donc on allait tirer au sort sur le radeau de la Daphné, quand une voix, celle du docteur, s'éleva. « Mesdames et messieurs, disait le docteur, dans le naufrage qui a emporté tous vos biens, j'ai conservé, moi, ma trousse et mes pinces hémostatiques. Voici ce que je vous propose. Il est inutile que l'un de nous court le risque d'être mangé tout entier. Tirons au sort, d'abord un bras ou une jambe à volonté, et puis on verra demain comment le jour est fait, et si une voile ne se montre pas à l'horizon. » À cet endroit du récit du capitaine Michel, les 4 vieux loups de mer, qui jusqu'alors ne l'avaient pas interrompu, s'écrièrent. « Bravo, bravo !»« Quoi, bravo ?» interrogea Michel, le sourcil froncé. « Eh bien oui, bravo. Elle est très drôle ton histoire. Ils vont se couper les bras et les jambes à tour de rôle. C'est très drôle. Mais ce n'est pas épouvantable du tout. »« Vraiment, vous trouvez ça drôle ?» grogna le capitaine, dont tous les crins se dressèrent. « Eh bien, je vous jure que si vous avez entendu cette histoire-là racontée au milieu de tous ces culs-de-jatte, dont les yeux brillaient comme des charbons ardents, vous l'auriez trouvé moins drôle. Et si vous aviez vu comme ils se trémoussaient sur leurs chaises, et comme nerveusement ils se serraient à travers la table, les crochets avec une joie apparente, que je ne comprenais pas et qui n'en était que plus épouvantable. »« Non, non !» interrompit encore une fois Chanlieu, ce bougre de Chanlieu. « Ton histoire n'est pas épouvantable du tout. Elle est drôle, simplement parce qu'elle est logique. Veux-tu que je te la raconte, moi, la fin de ton histoire? Tu me diras si ce n'est pas cela. Sur le radeau, ils tirent donc à la courte paille. Le sort tombe sur la plus belle, sur une jambe de Miss Madge. Ton ami le capitaine, qui est un galant homme, offre la sienne à la place. Et puis, il se fait couper les 4 membres pour que Miss Madge reste tout entière. « Oui, mon vieux, tu y es, c'est ça !» s'écria le capitaine Michel, qui avait envie de casser la figure à ces 4 buses, qui trouvaient son histoire drôle. « Oui, et ce qu'il faut ajouter, c'est que lorsqu'il fut question de couper les membres de Miss Madge, parce qu'il ne restait plus dans toute la société que cela, et les 2 bras si utiles du docteur, le capitaine Gérard eut le courage de se faire couper encore à ras de tronc les pauvres moignons qu'une première opération lui avait laissés. « Et Miss Madge ne pouvait pas mieux faire, » déclara Zinzin, « que d'offrir au capitaine cette main qu'il lui avait si héroïquement conservée. »« Parfaitement, » rugit dans sa barbe le capitaine. « Parfaitement. Et si vous trouvez ça drôle? » « Et est-ce qu'ils ont mangé tout ça tout cru ?» demanda cet imbécile de Bagatelle. Le capitaine Michel donna un si grand coup de poing sur la table que les soucoupes sautèrent comme des billes élastiques. « Assez, fit-il, taisez-vous. Je ne vous ai encore rien dit. C'est maintenant que ça va devenir épouvantable. » Et comme les 4 autres se regardaient en souriant, le capitaine Michel pâlit. Ce que, voyant les autres, comprenant que ça allait se gâter, baissèrent la tête. « Oui, l'épouvantable, messieurs, » reprit Michel, de son air le plus sombre. « L'épouvantable était que ces gens qui furent sauvés, 1 mois seulement plus tard, par une tartane chinoise,
qui les déposa aux rives du Yangtze-Kiang, où ils se dispersèrent. L'épouvantable était que ces gens avaient gardé le goût de la chair humaine, et que, revenus en Europe, ils avaient décidé de se réunir une fois l'an pour renouveler autant que possible leur abominable festin. Ah, messieurs, je ne fus pas longtemps à comprendre cela. D'abord, il y eut l'accueil peu enthousiaste fait à certains plats que Madame Gérard apportait elle-même sur la table, bien qu'elle osât prétendre, du reste, assez timidement, que c'était à peu près ça. Les convives se trouvèrent d'accord pour ne l'en point féliciter. Seules les tranches de thon grillé furent acceptées, sans trop grande défaveur, parce qu'elles étaient, selon l'expression terrible du docteur, bien sectionnées, et que si le goût n'était point complètement satisfait, l'œil au moins était trompé. Mais le tronc à Béziques eut un succès général en déclarant que ça ne valait pas le couvreur. En entendant cela, je sentis que mon sang se retirait de mon cœur, gronda sourdement le capitaine Michel, car je me rappelais que l'année précédente, à pareille époque, un couvreur s'était tué en tombant d'un toit, dans le quartier de l'Arsenal, et qu'on avait retrouvé son corps moins un bras. Alors, oh alors, je ne pus m'empêcher de songer au rôle qu'avait dû nécessairement jouer ma belle voisine dans ce drame horrible et culinaire. Je tournai les yeux du côté de Madame Gérard, et j'ai remarqué qu'elle venait de remettre ses gants. Des gants qui lui montaient jusqu'aux épaules, et aussi qu'elle avait sur ses épaules hâtivement jeté un fichu qui les cachait à tous entièrement. Mon voisin de droite, qui était le docteur, et qui était le seul de tous ces hommes troncs à avoir des mains, avait également remis ses gants. Au lieu de chercher, sans la trouver d'ailleurs, la raison de cette bizarrerie nouvelle, j'aurais certes mieux fait de suivre le conseil de ne point m'attarder en ce lieu, conseil que m'avait donné au commencement de cette soirée maudite Madame Gérard, conseil que du reste, elle ne me renouvelait plus. Après m'avoir montré pendant la première partie de ces étonnantes agapes un intérêt où je démêlais, je ne sais pourquoi, un peu de compassion, Madame Gérard évitait maintenant de me regarder et prenait une part qui m'attrista beaucoup à la plus effroyable conversation que j'eusse entendue de ma vie. Ces petites gens, fort activement et avec 1000 bruits de pincettes, et en choquant leurs petits verres à anse, se faisaient d'amers reproches, ou s'adressaient de vives congratulations à propos du goût qu'ils avaient. Horreur! Lord Wilmore, qui jusqu'alors avait été si correct, faillit en venir au crochet avec le cul-de-jatte à monocle, parce que celui-ci, jadis sur le radeau, l'avait trouvé coriace. Et la maîtresse de séance eut toutes les peines du monde à remettre les choses au point en répliquant au tronc monocle, lequel devait être au moment du naufrage un bel adolescent, qu'il n'était guère agréable non plus de tomber sur une bête trop jeune. Ça ne put s'empêcher d'interrompre le vieux loup de mer Dora. Ça, c'est encore rigolo. J'ai cru que le capitaine Michel allait lui sauter à la gorge, d'autant plus que les trois autres semblaient se gargariser d'une joie tout intime et faisaient entendre de petits gloussements fantaisistes. Ce fut tout juste si ce brave capitaine parvint à se maîtriser. Après avoir soufflé comme un phoque, il dit à l'imprudent Dora: « Monsieur, vous avez encore vos 2 bras, et je ne vous souhaite point, pour que vous trouviez cette histoire épouvantable, que vous en perdiez un, comme il m'est arrivé de perdre le mien cette nuit-là. Les troncs, monsieur, avaient beaucoup bu. Quelques-uns avaient sauté sur la table, tout autour de moi, et regardaient mes bras de telle sorte que, gêné, je finis par les dissimuler autant que possible, en enfonçant mes mains jusqu'au fond de mes poches. Je compris alors, pensée foudroyante, pourquoi ceux qui avaient encore des bras et des mains, la maîtresse du logis et le docteur, ne les montraient pas.
Je compris cela à la férocité soudaine qui s'alluma dans certains regards. Et dans le moment même, le malheur ayant voulu que j'eusse envie de me moucher, et que je fisse un geste instinctif qui découvrit sous ma manchette la blancheur de ma peau, 3 terribles crochets s'abattirent aussitôt sur mon poignet et m'entrèrent dans les chairs. J'ai poussé un cri horrible. « Assez, capitaine, assez !» m'écriai-je en interrompant le récit du capitaine Michel. « C'est vous qui avez raison, je m'enfuis. Je ne veux plus en entendre davantage. »« Restez, monsieur, » ordonna le capitaine. « Restez, parce que je vais vite terminer cette histoire épouvantable, qui fait rire 4 imbéciles. Quand on a du sang phocéen dans les veines, déclara-t-il, avec un accent d'indicible mépris, en se tournant vers les 4 loups de mer, qui visiblement étouffaient de l'effort qu'ils faisaient pour se retenir de rire. Quand on a du sang phocéen dans les veines, c'est pour longtemps. Et quand on est de Marseille, on est condamné à ne plus croire à rien. C'est donc pour vous seul, que je parle, monsieur. Et n'ayez crainte. Je passerai les plus horribles détails, sachant ce que peut supporter le cœur d'un galant homme. La scène de mon martyre se passa si rapidement que je ne me rappelle que des cris de sauvages, la protestation de quelques-uns, la ruée des autres, pendant que madame Gérard se levait en gémissant. « Surtout ne lui faites pas de mal !» J'avais voulu me lever d'un bond, mais j'avais déjà autour de moi une ronde de troncs fous qui me fit trébucher, tomber, et je sentis leurs affreux crochets qui faisaient ma chair prisonnière, comme est prisonnière la viande de boucherie au croc de l'étal. « Oui, oui, monsieur, pas de détails. Je vous l'ai promis. D'autant mieux que je ne pourrai plus vous en donner, car je n'assistais point à l'opération. Le docteur, en guise de bâillon, m'avait mis un tampon d'ouate chloroformé sur la bouche. Quand je revins à moi, monsieur, j'étais dans la cuisine et j'avais un bras de moins. Tous les troncs cul-de-jatte étaient dans la cuisine autour de moi. Ils ne se disputaient plus maintenant. Ils semblaient unis par le plus touchant accord, au fond d'une ivresse hébétée qui les faisait dodeliner de la tête comme des enfants qui ont besoin d'aller se coucher après avoir mangé leur soupe. Et je ne pus douter qu'ils commençaient, hélas, de me digérer. J'étais étendu sur les dalles, tout ficelé, ne pouvant faire un mouvement. Mais je les entendais, je les voyais. Mon vieux camarade Gérard avait des larmes de joie et me disait « Ah, mon vieux Michel, jamais je n'aurais cru que tu étais si tendre. » Madame Gérard n'était pas là, mais elle aussi avait dû avoir sa part, car j'entendis quelqu'un demander à Gérard comment elle avait trouvé son morceau. « Oui, monsieur, j'ai fini. » Ces horribles troncs, leur passion satisfaite, durent comprendre enfin toute l'étendue de leur forfait. Ils s'enfuirent, et madame Gérard s'enfuit, bien entendu, avec eux. Derrière eux, ils laissèrent les portes ouvertes. Mais on ne vint me délivrer que 4 jours après, à moitié mourant de faim, car les misérables ne m'avaient même pas laissé l'os.